Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'ingéniosité. Donc, je n'ai pas voulu mettre intelligence artificielle dans le titre, parce que c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses et de plus en plus de choses maintenant. Donc ça manque un petit peu de précision et je voulais réduire un petit peu le champ. Vu que je suis ingénieur, j'ai travaillé, donc, comme disait Jean-Baptiste, pendant 15 ans chez Thales Alenia Space, une entreprise qui fabrique des satellites, notamment sur des télescopes spatiaux, à faire des algorithmes de réglage d'optique active pour que les télescopes fassent des images nettes, par exemple. Depuis 2 ans, j'ai rejoint une entreprise allemande qui travaille dans le domaine des logiciels pour calibrer, étalonner, faire fonctionner des ordinateurs quantiques. Donc je ne travaille pas en programmation d'ordinateurs quantiques, je travaille sur les outils d'ingénierie qui permettent de faire en sorte qu'un ordinateur quantique fonctionne. Voilà, donc c'est juste une petite nuance. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler d'intelligence artificielle au service de l'ingénierie. Et j'ai appelé ça ingéniosité automatique. Et ce que je veux montrer, c'est que cette intelligence artificielle, cette ingéniosité automatique, à mon sens, ne va pas remplacer l'intelligence humaine, les ingénieurs, etc., mais on va travailler ensemble comme si c'était un collègue. Voilà, on a un collègue qui a une intelligence artificielle avec laquelle on interagit pour résoudre des problèmes. Donc l'ingéniosité, j'ai remis une petite définition ici. On parle d'imagination, de créativité pour trouver des solutions face à des problèmes ou face à des situations. C'est capacité d'être inventif. Donc est-ce qu'on peut automatiser ça? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire preuve de créativité, d'invention dans des champs d'ingénierie? C'est plutôt le sujet du jour. Alors avant de parler d'ingénierie, je vous montre un exemple d'ingéniosité humaine. C'est le saut en hauteur, le saut en 1968 de Dick Fosbury. En fait, à l'époque, il a complètement stupéfié le monde parce que personne ne sautait sur le dos de cette façon-là auparavant. Ça n'existait pas. Donc la première fois que les gens ont vu ça, ils étaient très surpris et ça semblait être une sorte de révolution dans un champ très restreint qui est le saut en hauteur. Mais malgré tout, ça frappait les gens de se dire il y a quelqu'un qui arrivait avec une nouvelle technique. Pourquoi cette technique n'existait pas avant? Ça fait quand même très longtemps que le saut en hauteur existe, etc. Et les journalistes sportifs trouvaient ça très bizarre ou moche. Il y a même un journal qui a titré le sauteur en hauteur le plus paresseux du monde parce qu'il sautait sur le dos comme s'il voulait se coucher sur le matelas. Bon, ça reste un athlète qui a remporté une médaille d'or, donc c'est un peu difficile de parler de paresse. Et donc avant son saut de 1968, la technique dominante, c'était la technique du rouleau. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que vous voyez une illustration du rouleau en haut. Donc il faut une sacrée énergie et une motivation pour sauter 2 mètres de cette façon-là. Et donc Fosbury en bas a une technique totalement différente. D'accord ? Donc à l'époque, ça a frappé. Et une des raisons pour laquelle ce saut a présenté un avantage, c'est qu'en fait, quand on fait l'analyse biomécanique de ce saut, le centre de gravité du sauteur passe en dessous de la barre. D'accord ? Donc si vous faites un petit calcul de quelle est l'énergie qu'il faut déployer pour passer la barre, la première idée, ça serait de se dire bon, il faut au moins que le centre de gravité il passe par-dessus la barre. Et donc on peut faire des petits calculs. Donc ça veut dire qu'il faut courir à une certaine vitesse et il faut transformer l'énergie de course horizontale en une impulsion verticale et obtenir une certaine vitesse verticale, etc. Et donc on peut faire des calculs. Et forcément, s'il y a une façon de faire qui fait passer le centre de gravité sous la barre, c'est mieux. Ce petit exemple peut vous montrer aussi l'importance d'une bonne modélisation du problème. Si vous modélisez le sportif comme étant juste un point ou une puce, le saut de la puce, le centre de gravité, on va dire, qui correspond à la puce, tellement elle est petite, et donc cette puce va devoir sauter par-dessus la barre. Le corps humain est flexible. Ce n'est pas juste, il ne peut pas être réduit juste à un point.
Donc en fait, pourquoi le centre de gravité peut passer sous la barre et malgré tout, l'ensemble du corps passe sous la barre? C'est parce qu'il y a une première partie du corps qui passe la barre. Avec la torsion du dos, il y a déjà de la masse qui est transférée du bon côté qui peut être sous la barre. Et in fine, si on fait l'analyse totale du saut, le centre de gravité passe sous la barre. Voilà. Donc il ne faut pas modéliser ce problème comme étant un coureur réduit à un point, sinon on se trompe. Alors en fait, Dick Fosbury, quand il a établi sa méthode, ce n'est pas du tout comme ça qu'il en est venu à cette méthode. Pourtant, il était ingénieur, donc on peut très bien imaginer qu'il se serait assis à une table et en se disant « Ah, idée de génie, je vais faire passer mon centre de gravité sous la barre et donc, conséquence, il faut que je me torde le dos, etc. » Pas du tout, absolument pas. La façon dont il a fait preuve d'ingéniosité, c'est finalement avec de la persévérance et face à une barre, et avec un esprit de compétition. Donc il avait un problème bien défini, passer la barre. Et en fait, la technique du rouleau, ça ne lui convenait pas du tout. Il s'y a essayé pendant des années. Il n'arrivait à rien. Il avait des très mauvaises performances. Mais par contre, il était très motivé par l'athlétisme et passer cette barre. C'est quelque chose qu'il aimait. Et donc, face à cette barre, il est revenu à une technique plus ancienne qui lui convenait mieux, qui convenait mieux à sa morphologie, à son corps. Son corps n'était pas adapté pour la technologie du rouleau. Et face à cette barre, en partant de la technologie, la méthode du ciseau, je ne sais pas si vous avez fait de l'athlétisme, mais vous avez fait peut-être du saut en hauteur sous forme de ciseau, ça lui allait. Mais évidemment, on ne peut pas aller très haut avec les ciseaux, parce que très rapidement, les hanches font tomber la barre. Donc si les hanches font tomber la barre, ça veut dire qu'il faut envoyer les hanches le plus possible en l'air, et il a fait ça tellement et tellement qu'au bout d'un moment, il envoyait tellement ses hanches en l'air que son dos commençait à se courber, et c'est comme ça qu'il est parvenu à sa méthode. Donc absolument pas par une méthode rationnelle, d'optimisation, mais une sorte d'ingéniosité humaine spontanée, une optimisation corporelle, une optimisation intuitive pour résoudre ce problème, entre guillemets, de passer la barre. Plus une persévérance sans faille. Si on va maintenant dans le champ de l'ingénierie, alors il n'y a pas de concours, il n'y a pas de Jeux olympiques des robots sauteurs, ça n'existe pas, mais par contre, il y a des ingénieurs qui s'amusent à faire des robots sauteurs et d'essayer de battre des records. Alors, très récemment, là, juin 2024, une équipe de Manchester a conçu un robot capable de sauter 120 mètres. Ce qui est une sacrée performance, sachant que le record, juste 2 ans avant, c'était 33 mètres. D'accord ? Donc vous avez une représentation en haut à droite et puis en bas du concept de ce robot sauteur capable de sauter 120 mètres de haut. Alors, l'utilité de ces robots, ça peut être aussi pour des missions lunaires. En fait, c'est une des applications envisagées. C'est plutôt que de concevoir des rovers qui doivent parcourir le terrain lunaire qui n'est pas très sympathique, plein de poussière, des cratères, des reliefs, des rochers. Ça a été toute une histoire pour la NASA de concevoir des roues qui vont bien là-dessus. C'est compliqué, ça peut être un point de faille en fait, qui fait échouer une mission. Ça, les ingénieurs, surtout dans le spatial, ils n'aiment pas ça, les failles. Parce que dans le spatial, on ne peut pas réparer. Une fois que c'est en l'air, voilà, il faut que ça marche. Donc, on ne peut pas concevoir les choses dans le spatial de la même façon qu'on les conçoit sur Terre, avec un concept de maintenance et de réparabilité. Sauf si on imagine aussi envoyer un robot garagiste et mécanicien en même temps que la mission. Mais bon, voilà, ça se complique. Donc, autre mode de déplacement, là, ingéniosité humaine, hein, dans ce cas-là, de se dire, ah bah tiens, on ne va pas faire rouler un rover, on va faire un robot sauteur qui va sauter sur la Lune. Et sur la Lune, en plus, c'est bien, il y a moins de gravité. Donc, ce même robot qui saute 120 mètres sur Terre, il saute 200 mètres sur la Lune. Voilà. Donc, avantage, moins de gravité. Et il va se déplacer comme ça pour prendre des échantillons et faire la mission. Donc le record précédent, je vous montre, c'était un concept totalement différent, enfin, avec vous voyez 4 petites ailettes. Donc là, c'est une simulation. Vous voyez l'idée.
Donc l'idée, c'est de stocker de l'énergie sous forme d'un ressort. Donc là, vous avez vu des lames flexibles qui sont tordues. En fait, à l'intérieur du robot sauteur, il y a un petit crochet qui va tirer quelque chose. C'est comme si c'était une arbalète qui s'auto-tendait, en fait. D'accord ? C'est une arbalète qui s'enclenche seule grâce à un petit moteur qui est à l'intérieur, qui arme l'arbalète. Ensuite, il y a un dispositif de... comment ça s'appelle un loquet qui relâche d'un coup l'énergie et le robot saute. Le crochet peut re-amorcer le robot et il peut re-sauter à nouveau. D'accord ? Donc il peut sauter comme ça tant qu'il a de la batterie pour faire fonctionner un petit moteur qui n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Je vous montre cet exemple pour vous montrer un exemple d'ingénierie pure, sans intelligence artificielle. Ou alors l'intelligence artificielle, ça va être pour optimiser certains points de détail. Mais le concept lui-même du robot, c'est-à-dire les choix de design, celui-ci il aura 2 pattes, il aura des lames carbone, comment on va stocker l'énergie, comment on va mettre en place le moteur, etc., etc. Le concept global de ce robot, c'est des ingénieurs qui le conçoivent, d'accord ? Là, ce n'est pas une intelligence artificielle. Et vous voyez que si 2 équipes différentes travaillent sur ce concept, ils peuvent parvenir à des solutions radicalement différentes. Un autre exemple que vous avez vu dans l'exposé d'avant, quand on commence à se demander, on veut faire une voile solaire, comment on va l'optimiser, etc. Il y a plein d'idées qui peuvent germer. D'accord ? On peut se dire, et si on faisait ça ? Et le moment où on dit et si, c'est là où on commence à utiliser notre imagination, et à imaginer, et si on faisait ça, ah oui, ça serait moins bien parce que telle loi de la physique, ou ça pourrait être mieux, ou on n'a pas les matériaux qui vont bien, donc on va les inventer si on en a besoin, etc. C'est ce et si qui est très important dans l'ingénierie. Un autre truc qui est très important, c'est que ce et si, c'est mieux si on est une équipe, d'accord ? Parce que ce et si on se le dit tout seul, c'est moins productif. Et dans l'ingénierie, tout devient rapidement très multimétier. D'accord ? On a besoin de roboticiens, de gens qui font de la modélisation mathématique, de thermique, de mécanique, etc., etc. Il y a besoin de plein de spécialités, de gens qui s'y connaissent super bien en matériaux, de gens qui sont super astucieux, etc. Voilà. C'est une équipe qui va faire qu'un projet d'ingénierie fonctionne. Donc cette activité d'ingénierie, le parallèle que je fais avec ce saut de Fosbury, c'est cet aspect d'itération aussi. C'est-à-dire, on a un problème bien identifié, faire sauter le robot le plus haut possible. On ne va pas inventer le robot à partir de rien, généralement. On va partir de ce qui existe avant. Peut-être qu'on va partir d'un robot qui avait des performances moyennes avant, mais on va analyser, on va se dire, tiens, ce concept, il était quand même intéressant, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il n'a pas fonctionné à son plein potentiel. Parce que là, on est dans un cas où les lois de la physique, elles sont bien connues. On stocke de l'énergie élastique sous forme d'énergie élastique de ressort, on la libère. Si on arrive à stocker une certaine quantité d'énergie et qu'on la libère et qu'on voit que le robot ne saute pas aussi haut qu'il aurait dû, c'est que l'énergie s'est perdue quelque part, sous forme de chaleur, sous forme de vibration. Une des principales failles de ces robots, c'est que le ressort continue à se libérer. Le ressort n'a pas déployé toute son énergie, et le robot est déjà en l'air, en fait. Donc, si le robot a déjà commencé à sauter et qu'on continue à envoyer le ressort ne s'appuie plus sur un sol et c'est une énergie élastique libérée pour rien. Donc, ils ont analysé ça et c'est en itérant sur des concepts précédents qu'on arrive aussi à des nouvelles idées. Et Fosbury, quelque part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a pas du tout inventé son saut à partir de rien. Au contraire, il est parti des ciseaux, comme je vous ai montré, et c'est en faisant de l'optimisation locale avec son propre corps qu'il a trouvé cette technique qui, quand elle est présentée au reste du monde, paraît révolutionnaire. Mais en fait, il y a un chemin. Il y a un chemin vers quelque chose de connu et qui est tellement transformé que ça en devient quelque chose de nouveau. Voilà. Souvent, c'est ça aussi l'activité d'ingénierie. Ce n'est pas de la pure inventivité à partir de rien, c'est de l'amélioration de ce qu'il y avait avant. Donc maintenant, je vais glisser vers l'apprentissage automatique, l'ingéniosité automatique, pour savoir qu'est-ce que ça pourrait être une intelligence artificielle au service de l'ingénieur. Alors, il se trouve que l'actualité a été très riche
côté intelligence artificielle et prix Nobel, puisque cette année, il y a eu une actualité assez stupéfiante, qui est qu'un non-physicien a obtenu un prix Nobel de physique, donc Geoffroy Hinton, ici, et un non-chimiste a obtenu un prix Nobel de chimie. Voilà. Ces deux personnes-là, on pourrait dire qu'ils sont plus proches des mathématiques que de la physique et de la chimie, largement. Même, on pourrait dire qu'ils sont en plein dans les mathématiques, ou alors, si on reprenait un vieux vocabulaire, on pourrait dire que ce sont des cybernéticiens à croiser ordinateur, mathématiques, voilà, pour faire de l'apprentissage automatique. Avant de vous dire pourquoi ils ont eu le prix Nobel, je vais revenir à leurs travaux d'il y a 10 ans, et qui sont les moments très très importants pour l'intelligence artificielle que vous connaissez maintenant au travers de ChatGPT. Ça ne vient pas de nulle part, ChatGPT. Donc je reviens il y a 12 ans, en fait. Il y a un moment très important dans l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est une équipe qui a eu des résultats étonnants au concours ImageNet. Donc ImageNet, c'est un challenge de classification d'images. C'est une base de données qui consiste en 12 millions d'images, 22 000 catégories. Donc ce qui est intéressant sur cette base de données d'images, ce qui était innovant à l'époque, c'était aussi que les images sont labellisées avec des catégories linguistiques qui s'emboîtent, en quelque sorte, qui vont du plus large et englobant au plus précis. Donc à gauche, par exemple, vous avez mammifères, et puis plus vous allez à droite, plus vous êtes précis dans les catégories, et là vous voyez chien, un type de chien, une race de chien, ou alors un véhicule qui navigue sur l'eau, un trimaran. D'accord? Donc c'est des catégories qui s'emboîtent. Et cette base de données d'images, il y a un concours. Il y avait un concours chaque année depuis 2010. Quelle est l'intelligence artificielle? Quel est l'algorithme de machine learning, d'apprentissage automatique? Je donne les différents équivalents qui sont un peu utilisés. On donne des images à un algorithme, il doit dire à quelle catégorie ça appartient d'image. Est-ce que c'est telle race de chien ou telle autre? Donc ça, c'est ImageNet 2010, pardon. Et, quand le concours a été lancé vers 2010-2011, les algorithmes faisaient autour de 25-30% d'erreurs. D'accord? En 2012, il y a une équipe qui a eu une performance quasiment moitié, avec le taux d'erreur divisé quasiment par 2 par rapport aux autres équipes. Donc forcément, ça a attiré l'attention de toute la communauté scientifique, et c'est un petit peu un moment Dick Fosbury avec son saut. À partir de là, tout le monde a adopté ce genre de méthode, quasiment tout le monde. Donc ça a été ça aussi pour Dick Fosbury et son saut. Les Jeux Olympiques d'après, il y avait la majorité des sauteurs qui employaient la technique du dos, de sauter sur le dos. Il y avait encore quelques sauteurs qui étaient sur leur précédente technique. 2 ou 3 Jeux Olympiques plus tard, 100% des sauteurs utilisent la technique du dos. Ici, c'est un peu la même chose. Il y a une équipe qui arrive avec une nouvelle méthode, un nouvel algorithme. Il y a un shift monumental de toute la communauté scientifique vers ce type d'idée-là. Cette équipe-là a proposé un réseau qui s'appelle AlexNet. Donc Net, c'est réseau, en fait, c'est les réseaux de neurones, etc. Si on regarde les 3 co-auteurs de ce papier de 2012, on retrouve Alex Krizhevsky, qui est en fait un des cofondateurs de OpenAI, ChatGPT. Non, pardon, c'est Ilya Sutskever qui est un cofondateur. Et Geoffroy Hinton, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2024. D'accord? Donc c'est ça qui a lancé une première révolution d'apprentissage profond. C'est le moment AlexNet. Là, c'est une représentation de l'architecture du réseau de neurones, donc c'est une représentation visuelle de la structure du programme qui classifie les images. Donc en entrée, on met une image, on fait des calculs, on fait plein de calculs, etc. Et à la fin, on peut dire c'est un chien, c'est un chat, etc. C'est une succession de couches comme ça, qui sont des calculs assez élémentaires, en fait, qui sont juste des additions, des soustractions et des seuillages. C'est que ça. Ce qui est compliqué dans ces histoires-là, c'est que ce truc-là, il faut imaginer que c'est comme une table de console avec 60 millions de potards. Il faut régler tous ces potards. Vous voyez les consoles, les consoles audio de mixage. C'est à ça que je fais référence. Vous avez plein de boutons.
Et en fait, un algorithme de machine learning va apprendre quel est le réglage optimal de cette machine qui a 60 millions de boutons pour avoir les bonnes sorties. ChatGPT, maintenant, c'est des dizaines de milliards de potards dont on parle, les modèles. Des dizaines de milliards. Et ça, on est capable de l'apprendre automatiquement, ce réglage, en le confrontant à des données et en lui faisant apprendre ça. Un autre moment important de 2013, donc pas longtemps après, et qui utilisait d'ailleurs le réseau AlexNet pour analyser les images, c'est ce que je qualifierais de moment DeepMind Atari. En fait, il y a des équipes de chercheurs qui se sont dit, bon, si on veut développer une intelligence artificielle, il faut qu'elle soit capable, toute seule, d'apprendre à jouer à un jeu vidéo. Et c'est pratique, parce que ça, on peut faire plein de simulations. En fait, le jeu vidéo, on l'a déjà sous forme informatisée. Donc, c'est pas comme si on lance une voiture autonome dans le vaste monde, qui doit acquérir les données, et il y a des problèmes de régulation aussi, on ne peut pas envoyer une voiture folle sur les routes. Là, tout reste sur ordinateur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir un objectif clair, genre le saut en hauteur, je veux passer la barre, le robot sauteur, je veux sauter le plus haut possible. Là, ce qui est bien dans un jeu vidéo aussi, c'est qu'on a un score. D'accord ? Donc, l'algorithme qui doit apprendre à jouer aux jeux vidéo, sa mission, c'est de faire le meilleur score. Qu'est-ce qu'il a en entrée ? Il a le flux vidéo des images. D'accord ? Des images de ces vieux jeux Atari. Qu'est-ce qu'il a comme degré de liberté ? De pouvoir jouer avec le contrôleur, le joystick, pour aller à gauche, à droite, tirer, ce qu'il est possible de faire dans le jeu vidéo. Et par essai-erreur et apprentissage, et en sélectionnant les méthodes qui marchent le mieux, très rapidement, sur plusieurs jeux, ils ont réussi à faire apprendre à l'ordinateur à jouer mieux qu'un humain. Donc le papier de décembre 2013, ça jouait mieux qu'un humain sur genre 6 ou 7 jeux. D'accord ? Donc la base de jeux sur lesquels ils ont testé tout ça, il y a 57 jeux. Et pour vous dire à quel point ce moment était important, c'est DeepMind, donc c'est une start-up qui a été créée en 2010 à Londres. Décembre 2013, ils étonnent la communauté scientifique de l'intelligence artificielle en réussissant à faire apprendre automatiquement à jouer à ces jeux. Janvier 2014, vous voyez, décembre 2013, janvier 2014, rachat de DeepMind par Google, 500 millions de dollars. Et DeepMind est devenu une pièce maîtresse de Google, donc quelque part, s'ils n'avaient pas fait cet achat, ils seraient vraiment passés à côté de quelque chose. Facebook essayait de les racheter aussi, etc. Pour vous montrer que toutes ces choses sont aussi sur du temps long, je vous ai dit qu'il y avait 57 jeux dans cette base de données de jeux vidéo. Au début, ça marchait bien sur une dizaine ou une vingtaine de jeux, et il y avait des jeux qui résistaient où vraiment l'ordinateur était très mauvais. C'est des jeux qui nécessitaient des stratégies à plus long terme, d'accord ? Des jeux plus subtils que juste un casse-briques ou Space Invaders ou Pong. Des jeux de stratégie où, par exemple, le fait de récupérer une clé à tel instant du début du jeu va servir 2 heures plus tard pour déverrouiller telle chose, ça c'est difficile à faire apprendre à une intelligence artificielle parce qu'il faut du coup la doter de mémoire et de conséquences à long terme, etc. etc. Et ça a mis du temps. C'est seulement en 2020 que DeepMind a réussi à concevoir un algorithme qui apprend automatiquement à jouer, qui est meilleur que des humains sur tous les jeux. Voilà. Entre-temps, et même avant ça, ils ont réussi à faire AlphaGo. Peut-être que vous en avez entendu parler. AlphaGo, c'est cette intelligence artificielle qui a battu pour la première fois un joueur de Go professionnel. La communauté de Go, pendant très longtemps, disait ça ne sera jamais possible, une intelligence artificielle qui bat au niveau professionnel un joueur, parce que la combinatoire du Go est démoniaque. Et donc, c'est très compliqué de faire un algorithme qui apprend automatiquement à jouer au Go, mais ils ont réussi. Et voilà, ça, je voulais vous resituer l'historique. Le prix Nobel de 2024, en fait, voilà, c'est la conséquence de ces travaux 2012-2013. Donc, à droite, Demis Hassiby, c'est un des cofondateurs de DeepMind. Il a été récompensé pour la prédiction des structures de protéines. Donc, on peut se dire, mais
qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Ils ont fait quelque chose qui était capable de jouer à des jeux Atari, et en 2024, cette personne-là, qui était une des personnes clés aussi sur ces débuts de DeepMind pour jouer à des jeux Atari, reçoit un prix Nobel de chimie. On peut se dire, c'est quand même un petit peu étonnant. C'est le signe que l'apprentissage automatique, c'est vraiment en train de marcher, et ça fonctionne. Désormais, ça n'a pas été le cas. Pendant longtemps, c'est resté une promesse vaine, une promesse survendue même. Tellement survendue, dans les années 80, il y avait cette promesse qui avait déjà été faite, et vu que les ingénieurs n'avaient pas réussi à délivrer une solution qui marchait, pendant très longtemps, il y a eu ce qu'on a appelé AI Winter, l'hiver de l'intelligence artificielle, où c'était très difficile d'obtenir des subventions de recherche pour travailler là-dessus. D'accord ? Là, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une marche qui a été franchie. Et en fait, ce qui est fascinant avec ces intelligences artificielles, c'est leur généricité. Donc là, je vous ai montré le réseau AlexNet pour prédire des images, mais en fait, exactement les mêmes techniques, ça peut, par exemple, être utilisé pour faire des détecteurs d'exoplanètes. Donc à la place de mettre des images dans la base de données, on va mettre des signaux de télescopes qui mesurent des transits de planètes devant des soleils, par exemple. On va apprendre un algorithme qui détecte de façon fiable le fait qu'il y a une exoplanète ou pas. Ou alors, pour les accélérateurs de particules, détecter telle ou telle particule, filtrer les choses. C'est maintenant monnaie courante d'utiliser des algorithmes de machine learning pour des activités de détection dans le champ scientifique. Ce n'est pas uniquement pour labelliser des images. Donc, c'est des méthodes très génériques. C'est ça que je veux vous dire. On peut apprendre tout type de fonction. Là, la fonction, c'est en entrée une image, en sortie, je veux une étiquette de quelle race de chien. Le détecteur d'exoplanètes, c'est en entrée, je mets des signaux issus d'un télescope qui regarde une étoile. En sortie, je veux vrai, faux, est-ce qu'il y a une exoplanète ou pas. C'est une fonction. ChatGPT, en entrée, vous mettez un prompt, une question. Il y a une boîte noire extraordinaire qui mouline votre entrée et qui vous donne une réponse sous une forme bluffante. C'est une fonction. Tous ces algorithmes-là apprennent en fait des fonctions. Ce qu'apprend aussi DeepMind, c'est à construire un agent qui est capable d'agir avec ses degrés de liberté et à jouer à des jeux. Ces deux choses-là sont super importantes en ingénierie. Et c'est pour ça que ça commence aussi à être utilisé dans le champ de l'ingénierie. Cette intelligence artificielle de DeepMind peut apprendre à jouer au Go, à des jeux Atari, mais ça peut aussi apprendre à jouer à des jeux d'ingénieurs. Un exemple de jeu d'ingénieur, c'est « je veux construire un réacteur de fusion nucléaire ». Alors, ce n'est pas un jeu auquel on joue seul, ça nécessite des équipes de milliers de personnes, puisque c'est des installations potentiellement gigantesques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'ITER, par exemple, dans les Alpes d'Haute-Provence. Ça, c'est un tokamak. Il faut d'abord chauffer un gaz à des températures incroyables, et puis ensuite, on obtient un autre état de matière qui s'appelle un plasma. Et en fait, il y a des aimants qui sont disposés tout autour de ce tokamak pour faire en sorte que ce plasma il reste conformé selon une certaine configuration que vous voyez ici. Et c'est très compliqué d'apprendre comment on va agir sur les aimants pour mettre en configuration le plasma. Et tout se passe très vite. Et si on foire, le plasma il se retrouve sur les parois et ça endommage tout et ça coûte énormément de temps et d'argent de tout refaire. Donc il faut être capable de contrôler tout ça très précisément. Eh bien, DeepMind 2022 a proposé des algorithmes automatiques qui sont dans la lignée directe des algorithmes apprentissage de Go, d'Atari, etc. On a un jeu, on a un score, on a des objectifs, on apprend automatiquement quelles vont être les lois de contrôle des aimants pour réaliser l'objectif. Maintenant, je travaille dans le domaine des ordinateurs quantiques. Ce type d'algorithme est de plus en plus utilisé aussi, parce que tant qu'on travaille sur... donc dans les ordinateurs quantiques, il y a le concept qu'on appelle qubit, qui est un peu l'équivalent quantique du bit d'ordinateur. Donc à la place du bit d'ordinateur, qui est une sorte de 0,1,
Le qubit, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, je ne vais pas me lancer dans des explications. Mais pour faire un ordinateur, en gros, on a besoin de plein de qubits et on a besoin de les faire parler entre eux, etc. On a besoin d'agir sur eux. Donc on a là un problème de contrôle aussi, un peu comme le réacteur de fusion nucléaire. Et ça, on peut le faire à la main, on va dire s'il y a 1 ou 2 qubits, ou allez, même 5, 10. Mais ce dont on a besoin pour faire fonctionner un ordinateur quantique, c'est de plusieurs milliers de qubits. Et là, ce n'est pas possible de faire tout ça à la main. Donc là, on a besoin d'algorithmes automatiques qui apprennent à opérer cette machine. Donc on construit un ordinateur, mais cet ordinateur ne sera opérable qu'à l'aide d'un autre ordinateur qui sera capable de gérer tout ça. À droite, je vous ai montré des exemples de boîtiers électroniques qui sont connectés, par exemple, avec un ordinateur quantique comme vous voyez à gauche, pour vous montrer que, en fait, ces boîtiers-là, ça ne se voit pas comme ça, mais ils sont capables d'envoyer des impulsions de 40 nanosecondes. D'accord ? Donc, une nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde. Donc, c'est l'échelle de temps dont on parle ici. C'est agir sur les qubits, c'est envoyer un petit pulse qui est très très court, 20 nanosecondes. D'accord ? 20, 40, 60, c'est l'ordre de grandeur. Et ça, il faut le faire plein de fois. Et sur la base de ce qu'on observe, on va modifier les pulses qu'on envoie. Donc, il y a un effet de feedback où on observe les sorties et selon ce qu'on voit, il va falloir s'adapter. S'adapter à l'échelle de quelques dizaines de nanosecondes. OK. Donc là, je vous ai montré que en fait, l'ingéniosité automatique, c'est en bonne voie. Et il y a déjà des agents qui sont capables de remplacer, en quelque sorte, des travaux d'ingénieurs, des travaux du type contrôle, par exemple. Mais en fait, j'inscris ces choses-là dans une longue lignée d'utilisation de l'informatique pour l'ingénierie. En fait, là, l'ingéniosité automatique, ce que ça optimise, c'est des process, d'accord, des procédures. Un programme qui apprend à contrôler un réacteur de fusion nucléaire, par exemple. Depuis pas mal de temps, maintenant, il y a déjà des outils où ce qu'on optimisait, ce n'était pas forcément un programme, mais une forme. Donc quelque chose de plus palpable. Mais ce qu'on observe maintenant, c'est juste que le champ de l'optimisation, il s'est agrandi. Donc avant, on pouvait optimiser, par exemple, je sais pas, imaginons que vous voulez optimiser un ski, vous allez essayer d'optimiser l'épaisseur de telle lamelle pour qu'il y ait les meilleures performances de tenue mécanique, légèreté, etc. Vous allez optimiser un paramètre, d'accord ? Ensuite, on est passé à optimiser, non pas des paramètres de notre design, mais à optimiser le design lui-même. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'optimisation topologique. C'est très courant maintenant dans les logiciels de mécanique. On met en entrée une pièce mécanique qui a certaines interfaces qu'on désire. D'accord ? On veut que ça ait à peu près cette forme parce qu'on a besoin que ça soit attaché à quelque chose ici et là et que ça fasse le lien entre ces deux parties. En fait, on peut mettre ça dans un simulateur et il va, je ne sais pas si vous voyez, il y a des subtiles différences entre l'image de droite et l'image de gauche. Les formes ici ne sont pas tout à fait les mêmes, les placements de ça. En fait, on peut faire une pièce à la fois plus légère et plus résistante en améliorant le placement de ces alvéoles. D'accord ? Ça, par exemple, avant, ça pouvait être du domaine de l'ingéniosité humaine, du savoir-faire du mécanicien. Maintenant, ce n'est plus le cas. On met ça dans une machine et il trouve l'optimum tout seul. Donc, du coup, l'ingéniosité humaine se déplace. C'est plus la peine de faire fonctionner son cerveau sur trouver le meilleur treillage comme ça. Une machine le fait très bien. Pareil pour les miroirs allégés. Là où l'ingénieur mécanique peut faire preuve de savoir-faire, c'est il va suggérer des motifs d'alvéoles et ce genre de choses. Il va pouvoir... ce qui est compliqué avec ce genre d'optimisation, ça peut être un peu l'explosion combinatoire. Donc c'est là aussi où le savoir-faire de l'ingénieur peut quand même guider l'apprentissage. On ne met pas un miroir, on ne met pas une pièce mécanique n'importe comment et on dit juste « optimise-moi ça ». Il faut savoir ce qu'on veut optimiser aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc je voudrais revenir... vu que maintenant je vous ai dit, voilà, l'intelligence artificielle s'empare de certains champs qui auparavant relevaient de l'ingéniosité, du savoir-faire métier. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'ingénieurs ? Alors,
première réponse, on a encore besoin d'ingénieurs parce qu'on a besoin d'être capable de faire des bonnes modélisations. Sur l'exemple du contrôle de plasma, par exemple, DeepMind a fourni un code Thorax qui permet de faire ce type de simulation. Faire un modèle numérique, là c'est encore une activité proprement humaine. Un modèle numérique qui fonctionne bien à partir des lois de la physique et à partir de toutes les contraintes qu'on connaît, ça c'est une grosse activité humaine encore. Et c'est très important d'avoir un bon modèle pour pouvoir faire apprendre une intelligence artificielle par-dessus ce modèle. Ça c'est un champ. Et un autre champ, c'est ce que je vous disais avec les robots sauteurs, c'est le concept global. Le concept global, l'idée globale du robot, ça, c'est encore très largement une activité humaine. Et je voudrais essayer de vous convaincre de ça, qu'il y a encore plein d'innovations à avoir avec vos cerveaux d'humains, en vous montrant 3 exemples de réinventer la roue. D'accord ? Réinventer la roue, souvent, c'est employé de façon négative comme expression. Là, tu réinventes la roue, en gros, ça ne sert à rien ce que tu fais. Généralement, c'est ça. Je voudrais vous montrer que en fait, c'est très utile de réinventer la roue à condition qu'on fasse en sorte de réinventer une roue qui sert à quelque chose, à résoudre un nouveau problème. D'accord ? Donc, là, par exemple, si on veut une roue increvable, une bonne idée pour rendre quelque chose d'increvable, c'est qu'il n'y ait plus de tube avec de l'air dedans, ce tube pouvant se percer. D'accord ? La roue se crève. Donc là, une roue complètement différente, donc ça s'appelle airless, non, je sais plus, airless, je crois, les roues airless. Vous voyez à gauche plein de concepts, là, d'un papier qui fait une revue de l'état de l'art des différentes roues increvables. Et à droite, c'est un pneu Michelin, donc vous voyez, c'est assez récent comme innovation. Le prototype, ils l'ont montré pour la première fois en 2021. C'est increvable dans le sens où il n'y a pas de tube à crever, donc elle ne va pas crever la roue. Après, elle pourrait se dégrader d'une autre façon, bien entendu. Il y a beaucoup d'innovations dans cette roue, notamment déjà dans la structure. Vous voyez que c'est une structure assez originale, mais aussi dans les matériaux. En fait, c'est là où se niche aussi beaucoup l'innovation chez Michelin. Ils ont besoin de beaucoup de chimistes, parce que là, dans les matériaux qui sont sur le tour de la roue, apparemment, il y a une 50aine de brevets qui couvrent tout ça et qui couvrent ce mélange de résine, de fibres de verre, etc. Donc c'est beaucoup d'expérimentation pour en arriver là. Deuxième exemple de réinventer la roue. Une roue, généralement, ça avance selon un certain axe. Et si jamais on veut se garer en créneau, par exemple, il faut faire des manœuvres, etc. Si on pouvait se déplacer latéralement, un peu comme un crabe, ça pourrait être pratique. Donc il y a des concepts comme ça qui existent, OmniWheel, où vous voyez, il y a plein de petits trous dans la grande roue. Et ça, en fait, c'est assez astucieux, c'est très ingénieux. Je vais vous montrer comment ça se déploie en pratique. Donc là, c'est KUKA, c'est une entreprise allemande qui est spécialisée des bras robotisés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos d'un bras robotisé qui joue au ping-pong, par exemple. Bon, il y a de bonnes chances que ça soit un bras KUKA derrière ça. Et donc cette roue OmniWheel, je peux vous montrer ça sur... Donc là, cet engin est équipé de 12 roues, d'accord ? Et vous voyez en fait que grâce à ces petites roues, et les grandes roues, etc., en fait, on peut se déplacer latéralement. Et en fait, on peut faire vraiment des manœuvres étonnantes. Donc dans des espaces contraints comme des entrepôts ou ce genre de choses, c'est très utile en fait de pouvoir avoir... en fait, on peut vraiment le faire tourner comme on veut, dans tous les sens. Vous voyez, donc en fait, les roues restent dans l'axe. Il n'y a pas de volant. C'est grâce à ces roues secondaires que ça autorise ce genre de choses. Donc là, je dirais que c'est quand même beaucoup d'ingéniosité qui sont dans ces roues. Et ça n'a pas été trouvé par intelligence artificielle.
Par contre, c'est une capacité extraordinaire, la modélisation numérique, l'intelligence artificielle, pour améliorer ça ou prouver que ça marche, par exemple. Parce que fabriquer des prototypes, ça peut coûter très cher. Si on peut faire une modélisation numérique rapide pour montrer que le concept marche, c'est formidable. Troisième exemple, troisième et dernier exemple, une roue qui s'adapte au terrain. Donc là, une roue qui peut être en fait rendue soit rigide, soit très flexible, selon le besoin. Donc selon s'il y a un obstacle à franchir ou pas. Vous voyez, là, la roue est molle, en fait, elle est un peu molle, ce qui fait que ça peut passer l'obstacle. En fait, il y a un dispositif très ingénieux, là encore, de ces filins jaunes, plus ce matériau élastique, plus une espèce de... sur le pourtour de la roue, en fait, c'est un peu comme un tank, une chaîne qui fait tout le tour. Donc il y a cette chaîne, il y a ce matériau élastique, il y a ces filins jaunes. Ils sont mis en compression. Quand c'est mis en compression, en fait, il y a une sorte de compensation entre le matériau élastique et les forces de ces filins qui fait que la roue est rigide. Mais quand ce truc-là est relâché, la roue peut devenir molle. Donc là encore, c'est assez ingénieux. Voilà. Là où je voulais en venir, c'était vous faire cette différence entre l'activité d'ingénierie, en fait, qui est d'observer un problème, de se dire que ce problème est important et d'avoir envie de le résoudre. D'accord ? L'intelligence artificielle n'a pas de désir. L'intelligence artificielle n'a pas non plus d'empathie, ou en tout cas, on pourrait en construire une, mais ça, c'est une autre histoire. On pourrait injecter de l'empathie, on pourrait faire en sorte que ça observe et qu'elle soit valorisée non pas par son score qu'elle fait au jeu Atari ou par le fait qu'elle arrive à faire la fusion nucléaire, mais elle pourrait avoir des points bonus à chaque fois que l'intelligence artificielle fait preuve d'empathie, et on pourrait espérer que l'IA, au bout d'un moment, fait preuve d'empathie. Mais autant développer l'empathie chez les humains, d'une part, et cultiver la créativité aussi, et de ne pas lâcher le terrain complètement, parce que c'est une activité assez intéressante et ludique d'arriver à ce genre de choses. Et l'humain est quand même le mieux placé pour faire preuve d'empathie et de désir de résoudre ses problèmes. Tout ça pour dire qu'une intelligence artificielle, ça optimise ce qu'on lui dit d'optimiser. D'accord ? Donc, méfiez-vous des discours à chaque fois de « mais ça, c'est la solution optimale ». D'accord ? La vraie question, c'est qu'est-ce que ça optimise ? Okay ? Et d'ailleurs, pour ChatGPT, c'est beaucoup plus compliqué que le Go. Quel est le critère pour dire ChatGPT donne une bonne réponse ? Comment donner un score à ça ? C'est là que ça devient très compliqué. Ça peut devenir très politique, ça peut devenir compliqué au niveau de l'éthique, etc. C'est pas aussi clair que je veux faire un agent qui joue au Go. D'accord ? Là, c'est au niveau éthique. Ce n'est pas du tout les mêmes questions de vouloir créer le faussaire d'un être humain. Parce qu'une intelligence artificielle, on peut dire que c'est fabriquer un faussaire, en fait. C'est fabriquer quelque chose qui renvoie des réponses plausibles. Et ça marche très bien. Et je ne suis pas contre, absolument pas. Mais il faut juste remettre un peu les choses à leur place et montrer quelques exemples qu'on peut faire preuve d'innovation dans le champ de l'ingénierie. Voilà, donc je voulais terminer juste sur cette image. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, vous savez, dans un parc, les urbanistes ou les concepteurs du parc, ils ont imaginé un certain chemin de circulation. Mais vous, en tant qu'être humain, quand vous êtes là et que vous voulez aller là, vous voyez que le problème il a été mal résolu pour vous par l'urbaniste, et donc vous allez tracer tout droit. Et d'ailleurs, il y a tellement de monde qui coupe comme ça la ligne que ça finit par faire un chemin. Ces lignes-là, ça s'appelle les lignes de désir par les urbanistes, les lignes de désir. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est très important de ne pas accepter le monde tel qu'il vous est présenté, qui résout un certain problème, qui n'est peut-être pas le bon problème, qui n'est peut-être pas votre problème, mais si vous faites preuve d'observation, passez du temps de votre cerveau à observer les problèmes tels qu'ils sont, et vous allez avoir l'envie spontanée d'emprunter ces chemins de désir, ces lignes de désir, et résoudre ces problèmes. Et voilà, c'est ça que je qualifierais aussi d'ingéniosité humaine, c'est d'être à cette croisée d'observer le problème et de vouloir le résoudre. Voilà. Je vous remercie.
on a le temps pour quelques questions. Questions, commentaires. Bon, peut-être Marc, tu peux dire un mot quand même pour conclure sur ce que tu fais à l'instant T, ton quotidien, avec les ordi quantiques, qu'est-ce que tu fais en ce moment sur ce sujet-là? Alors déjà, je suis en télétravail à 100%, ce qui est très bien. En fait, j'ai 2 enfants en bas âge et c'était un plus d'avoir ce job. Donc ça se fait de plus en plus, faut savoir, les entreprises complètement distribuées, parce que les ordinateurs quantiques sur lesquels je travaille, eh bien en fait, ils sont tous dans le cloud, d'accord? Ils sont tous accessibles depuis... il suffit d'être connecté à Internet et en fait, je peux agir avec le moyen d'essai, en l'occurrence là, un ordinateur quantique dont j'ai besoin. Ça, c'était pas possible. Enfin, c'est assez extraordinaire en fait cette tendance dans la communauté scientifique qui s'est déjà développée depuis, par exemple, les télescopes qui observent la Terre. Surtout que beaucoup de télescopes sont maintenant dans des endroits assez compliqués d'accès, genre les hautes montagnes du Chili ou ce genre de choses. Donc la communauté des astronomes, ça fait longtemps qu'ils sont en télétravail pour observer les étoiles, même s'il y en a encore quelques-uns qui aiment mettre l'œil dans l'oculaire. Mais voilà, donc des gros équipements comme ça scientifiques, il y a vraiment cette tendance qui sont maintenant à disposition dans le cloud. Ce qui fait que la conséquence d'après, c'est les équipes peuvent être en télétravail. Et on peut... je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais en tout cas, c'est juste pour montrer une tendance, voilà, que ça existe, le 100% télétravail, même dans le domaine de l'ingénierie. Oui, ce qu'on fait, c'est en fait un ordinateur quantique. Donc déjà, il faut savoir qu'il y en a de toutes sortes de types, des ordinateurs quantiques. Il n'y a pour l'instant pas de technologie qui l'a vraiment emporté sur les autres. Donc il y en a qui font des ordinateurs quantiques avec des fibres optiques et des composants photoniques. Donc c'est avec des phénomènes quantiques autour des photons et tout ça. Il y a d'autres technologies quantiques où on va travailler sur des atomes froids ou des ions. Donc les ordi photoniques, un des gros avantages, c'est qu'ils peuvent fonctionner à température ambiante. D'accord ? Tandis que les ordi quantiques sur lesquels je travaille pour la plupart du temps, c'est ce qui s'appelle des ordi quantiques à base de supraconducteurs qui nécessitent d'être autour de 10-20 millikelvin. D'accord ? Donc c'est plus froid que l'endroit le plus froid de l'espace intersidéral. C'est un froid fabriqué. On est obligé de concevoir des successions de frigos qui permettent d'atteindre ce genre de température totalement artificielle, qui sont une pure construction humaine. Notamment, on n'était pas censé en arriver là, je veux dire, il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui a cette température-là naturellement. Ça, c'est assez amusant quand même de se dire qu'on est obligé de créer des conditions d'environnement qui n'existent pas naturellement. Et donc ces qubits sur lesquels je travaille, ça nécessite tout un tas d'étalonnages, d'algorithmes pour apprendre à les caractériser, pour pouvoir les opérer de façon fiable. Donc c'est à la croisée de... Ce que je fais, c'est à la croisée de simulation numérique, parce qu'on connaît très bien les équations de la physique qui décrivent tout ça. Par contre, il y a plein de perturbateurs qui viennent s'ajouter, et donc il faut comprendre quels sont ces perturbateurs. Là aussi, le machine learning peut jouer un rôle. De plus en plus, il y a quelque chose qui s'appelle le scientific machine learning, qui prend de l'ampleur. C'est une intelligence artificielle qui permet de trouver automatiquement quels sont des termes manquants à des équations. D'accord ? Donc, on a un modèle, on voit que ce modèle ne colle pas à la réalité, ça ne colle pas avec ce qu'on mesure, avec ce qu'on observe. On va deviner. Alors, généralement, c'est l'humain qui va chercher à deviner automatiquement, à deviner quels sont les phénomènes qui ne sont pas pris en compte par le modèle, mais maintenant, ça peut être pris en charge par des algorithmes de machine learning. Donc ça va prendre de l'ampleur, clairement.